Guten Tag, bonjour. Je suis le seul qui va parler en français pour les Suisses romandes. Je m'excuse du mauvais français parce que je suis dans l'anglais-allemand, mais avec mon travail, j'ai dû apprendre le français. Voilà. J'ai choisi deux exemples. Malheureusement, il n'y a pas de sinistre. Je ne dis pas que ce n'est pas un sinistre, il n'y a pas eu de sinistre, ça veut dire l'argent, c'est à côté. Mais il y a eu des difficultés et comme ça. Dans ma carrière, j'ai passé 25 ans dans la construction de la fameuse A16. Et j'ai choisi deux exemples qui ont eu lieu pendant la construction de cette autoroute de Pointe qui est bien à Porrentruy. Avant, on était là, ici, et maintenant, on discute de l'autoroute qui monte ici. L'autoroute A16 a une longueur de 84 km. Elle a été ouverte complète 2017. Et pour les ingénieurs chez vous, elle a coûté 6,5 milliards. Qu'est-ce qui fait 77,3 millions par kilomètre. Il y a beaucoup de tunnels, beaucoup de ponts, beaucoup de murs de soutènement et une géologie très, très, très compliquée. Mes deux exemples, c'est une fois vers le viaduc du Rossier et puis le glissement de Trottré. Sur le Trottré, je vous présente les deux exemples. On a ici une construction de digue. On a déjà eu deux exposés avec deux digues, où il y a la digue qui a lâché. Ici, on a construit une digue pour faire la traversée du tunnel qui sort ici au pont où je fais la photo. Et l'autre exemple, c'est un sinistre qui effectivement a eu lieu où on a produit un pieu banane. Qu'est-ce que c'est le pieu banane? Je vous laisse attendre encore 2-3 minutes. Je commence avec le glissement de Trottré. Le projet s'appelait comme ça, où on a l'autoroute A16 qui rentre ici derrière dans le tunnel de Cours et doit traverser cette vallée ici. Et pour ça, c'est prévu de faire une digue. Et cette digue a été construite avec les déblais du tunnel de Cours et des ouvrages qui se faisaient à côté. On amenait le terrain, on le travaillait à la chaux et puis on le compactait à l'intérieur. Pour pouvoir faire cette digue, dans le talus qui était là, on a dû enlever le terrain qui était sur place, qui était d'une qualité très très mauvaise, et puis on a remblayé le matériel qui était compacté. Là, ce travail qu'on a dû faire, on n'a pas fait de colonne comme vous avez vu dans les autres exemples. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de colonne pour mettre la digue sur les colonnes. Là, effectivement, on a enlevé le terrain et puis on a posé la digue sur le terrain qui était
qui avait assez de portance pour pouvoir mettre cette digue dessus. Mais vous allez voir, il y a quand même 2-3 petits problèmes ou des choses qui a fait que ce glissement de Trottier a été un projet extrêmement intéressant. Sur l'élévation, vous voyez à peu près comment le projet devait être construit. On a des éléments préfabriqués, c'est les carrés verts que vous voyez là. Et puis, c'est un talus qui est en glissement. Et ce talus qui est en glissement, on a ouvert les éléments de terrassement. Pour pouvoir mettre ces éléments-là, on a commencé avec un élément, et quand la géologie était meilleure, on a commencé le projet élément, on a peut-être ouvert pour 2, et quand elle était vraiment très bon, on a pu ouvrir 3 éléments. Mais c'est quelque chose qui va très, très, très lentement, et c'est un petit peu ça. Comment vous voyez si vous êtes dans un terrain où vous pouvez avoir un glissement? Les glissements font part d'un très grand chapitre dans les sinistres de la géotechnique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travaux spéciaux normalement s'il n'y a pas le risque d'un glissement. Ce n'est pas toujours comme ça, mais le glissement, c'est quelque chose qui va toujours avoir à faire avec les travaux spéciaux. Quand vous êtes dans un terrain, vous voyez par exemple que vous avez de l'eau qui s'infiltre dans votre talus. Vous avez de l'eau qui quand il pleut, elle n'est plus là. Il n'y a pas de piscine, rien du tout. Ou vous avez des cuvettes ou des socles qui se font. Et puis, vous avez en plus, vous avez des arbres qui sont en pied, qui se partagent entre eux. Et avec ça, vous voyez vraiment, j'ai de la peine avec ce machin-là. Tac! Vous avez effectivement des visuels, vous voyez ça. Quand vous devez faire votre projet, vous dites que là, il y a quelque chose qui bouge. Si vous terrassez au pied de votre talus, vous allez avoir quelque chose qui va se passer. Et ça, c'est avant que vous commencez à terrasser. C'est très important, ces choses-là, c'est que quand vous voyez que ça peut être comme ça, vous devez déjà prévoir que peut-être il y a quelque chose qui va se passer une fois que vous faites un ouvrage. Sur le projet, on voit très bien, en haut, j'ai mis une coupe. On a dû faire, on a remblayé dans la terre naturelle. Là, on a mis dans le pied du talus, on a fait une plateforme de travail, on n'a pas terrassé, on a mis ça dessus. Avec ça, on a assuré des 2 côtés où on terrassait le terrain. Ça nous donnait une Gewölbwirkung, comme on a entendu avant. Et puis, là, on voit bien qu'en haut, on avait une couche assez épais de déboulé, limon argileux avec du gravier. Ça veut dire on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est du terrain qui a été amené quand il y a eu la formation du Jura. Et c'est très difficile de pouvoir dire quelles sont les caractéristiques de ce terrain. Ça peut être très bon et très mal. C'est la même chose. Entre-temps, vous avez des couches en gravier, des poches, nous on les appelle des poches qui sont remplies d'eau. Ça veut dire quand vous terrassez dedans, vous avez tout l'eau qui vous vient encore. Et en dessous, on a en théorie le terrain qui est bon, qui est molassique. Et c'est encore, moi je dis toujours, il y a une faule Schicht, une épaisse de couche qui est pourrie, mais qui est déjà dure.
Comment vous voyez que le terrain est vraiment mauvais? Vous voyez la personne là qui est en train de marcher. Quand vous marchez dans un terrain, dans un talus, et après 3 mètres, vous avez 10 kilos de boue en dessous de votre botte, et puis vous commencez à marcher comme ça, vous savez, le terrain est très mauvais. Alors vous devez faire attention, c'est que, et vous voyez, ça glisse, ça ne tient pas. Et là, on voit vraiment que, on voit bien que le terrassement, on peut le faire, mais vous avez des hors-profils, vous avez le terrain, il travaille, et quand vous arrivez, vous avez l'eau qui arrive, et avec ça, vous avez vraiment un travail à la louche. Ça peut être que vous faites un coin où vous travaillez à 2 mètres cubes de terrassement par jour, et puis vous avez des jours que peut-être vous faites 100 mètres cubes par jour. Ça veut dire qu'il ne faut sûrement pas demander un planning à l'entreprise. Quand vous avez, sur ce travail-là, quand vous avez un travail comme ça, vous devez vous rendre compte, vous devez savoir combien le glissement il bouge. Est-ce que ça bouge fort? Est-ce que si je le touche, j'ai tout de suite tout qui arrive? Ou est-ce que j'ai du temps pour faire ça? Pour ça, vous devez faire des investigations avec des inclinomètres, avec des contrôles de l'eau, comment elle se comporte et tout. Moi, quand on est dans des terrains où le terrain glisse, je demande toujours de faire un remblai devant, de peut-être déjà faire l'ancrage actif, forer à travers la plateforme que je travaille et après de terrasser. D'autant que moi, j'attends que l'ancrage devient sec. Vous savez, le temps de terrasser gentiment est tout de suite qu'unité et mettre l'élément et mettre en précontrainte. Les têtes des ancrages dans tous les talus qui glissent, moi je dis toujours, ça devrait être presque obligatoire, devrait être réglable. Réglable, c'est pas seulement le petit filetage que vous avez sur la tête, mais il faut avoir encore, moi je les appelle les 2 bananes derrière la tête, parce que si ça bouge, votre ancrage va se mettre en tension, et tout d'un coup, il va être sur la hauteur de rupture, et si vous devez lâcher ça, vous devez avoir la place pour décaler les coins qui prennent le torrent. Si vous mettez 2 fois sur un ancrage, normalement c'est des permanentes, comme ça, vous avez le torrent qui va casser. C'est un petit peu la façon, ça veut dire que vous travaillez horizontal selon comme la géologie, elle s'ouvre, vous souffrez pour un élément, après vous allez 50 mètres plus loin, vous faites le prochain, un élément, et puis gentiment, vous serrez votre chantier. C'est un chantier qui dure très long, il faut avoir du temps et il ne faut sûrement pas presser. Parce que si on commence à croire qu'on peut avancer très fort, on est tout de suite pénalisé et les coûts sont énormes. C'est une variante très flexible. Et puis, quand on a fait ce travail-là, on s'est amusé avec un jeune collaborateur qui travaillait chez moi. On avait fait un calcul et on a dit, on cherche, est-ce qu'il y aurait eu des variantes qu'on aurait pu faire? On les a vues aujourd'hui en Turquie, avec les parois de pieux ancrés. On les a vues... c'est par exemple des exemples de parois de pieux qu'on a fait en Jura. Et là, je reviens sur ça. On veut dire que là, on fait une plateforme de travail et puis on fait comme premier l'ancrage. Et ça, tout le monde va dire, oui, mais pourquoi? Normalement, on fait les pieux, après on fait l'ancrage. Non, vous faites premier l'ancrage. Parce que pendant les 14 jours ou 3 semaines que vous attendez qu'il va se nourrir, vous faites les pieux entre les 2 ancrages. Faites le pieu et vous faites le truc. Pourquoi?
Parce que une fois que l'ancrage est fait, le pieu est fait, vous faites la longrine qu'on avait eue en Turquie qui n'était même pas liée au sable. Ça veut dire la longrine qu'on voit là. Je ne sais pas où est le pointer, mais vous savez, je dis le mur en dessus de la paroi moulée. Celui-là, il est construit en étape de 1 jour. Ça veut dire la longueur de votre longrine est définie que vous terrassez, vous armez et vous bétonnez au même jour. Et l'ancrage vous passe à travers. Après, vous re-remblayez. Et quand vous êtes sûr que le béton de la longrine est assez dur, vous enlevez la terre et vous mettez en précontrainte l'ancrage. Très importante, pour quelle raison? Votre pieu que vous avez fait, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de fois. On a un pieu qui est fait, vous avez vos tubes ultrasons, et à 6-7 mètres en bas, on a, comme vous l'avez dit, la hausse, une anomalie dans le pieu. Et tout le monde dit, oui, c'est une mauvaise exécution du pieu. C'est que, quand vous faites le pieu est bétonné, et puis il commence à durcir. Et après 1 jour, le béton, il est dur, mais il a une dureté de peut-être 1 à 2, 3, peut-être 4 newtons par millimètre carré. Si je commence à terrasser devant, et j'ai le terrain derrière qui pousse, le pieu, il va cisailler. Et c'est quelque chose que vous devez savoir quand vous avez un glissement de terre qui est là. C'est pour cette raison qu'on doit faire l'ancrage avant, que quand vous dégagez la longrine, vous mettez en tension l'ancrage, et avec ça, vous ne risquez pas que votre pieu cisaille. Et le pieu et le terrassement, vous devrez, s'il vous plaît, faites-le après 30 jours. Le sinistre possible, pieu cassé, l'ancrage qui ne tient pas, etc., etc. On peut discuter toute la journée sur les sinistres géologiques qui peuvent se passer avec ça. Pourquoi je vous ai montré ça? C'est qu'on a fait, on a dit, si on a la variante avec les éléments précontraints, on a fait ça c'est la variante la plus chère. C'est quelque chose qui est sûr, on peut faire un planning et tout, mais c'est la variante beaucoup plus chère. Maintenant, on a dit, on fait la variante light. Ça veut dire, ça c'est moderne. On a le Minsimuk avec la glissière et on fait les parois clouées. Et ça c'est le danger dans notre construction. Et là, on a fait une variante, comment ça pourrait aller? Mais je n'ai pas dit que ça va tout le temps. Hein. C'est que là, on a réussi de faire que ça tenait sur le calcul. Je ne peux pas vous garantir parce qu'on ne l'a pas exécuté si c'est vraiment juste, mais on a fait des micro-pieux tous les 1,50 m verticales, micro-pieux, pas des pieux de 320, micro-pieux en 152 ou 179, ça c'est un micro-pieux avec un guévi dedans, tous les 1,50 m. On terrasse devant, on met tous les 1,50 m des clous, et avec ça, on a le truc. Voilà. Je avance vite, parce que ça c'est le plus important. Je dois vous encore expliquer qu'est-ce que c'est le pieu balade. On a fait les pieux pour ce viaduc le viaduc de Rossière. C'est des pieux, vous voyez à peu près, c'est des lignes de pieux. Il y avait des grandes fondations après derrière. Derrière là, il y avait, comme je vous ai montré, des parois clouées ancrées qui tenaient le talus. Et puis, on avait fait une 60aine de pieux. Et tout allait bien, tout le monde était content, les armatures arrivaient. Et puis, on forait avec une machine de poids de 120 tonnes, plus ou moins. On avait mis la fameuse plateforme sur le talus pour tenir. Ce jour-là, on avait bien avancé. On a commencé à mettre les caches d'armature et le tuyau de bétonnage. Et tout d'un coup,
quand on a commencé à bétonner, après le troisième, quatrième malaxeur, la machine a commencé à tasser. Ça veut dire qu'elle est descendue en bas et on avance. Une machine qui fait 120 tonnes. Ça nous a fait très peur parce qu'une machine de cette grandeur-là, elle a un mât de 25 mètres. Quand elle tombe, on a très vite arrêté le travail pour réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire. On avait 3 possibilités. On continue au risque de la machine tombe, c'est la variante 3. On arrête tout, on coupe les tubes, on informe le maître d'ouvrage, on lui dit on refait un pieu. Ou on continue, on prend le risque. Au pire des cas, on doit refaire le pieu, mais on essaie de finir le pieu. On a pris variante 1. Les 3 sinistres. Variante 1, on continue de bétonner le pieu, il va être mauvais. On refait un pieu le lendemain, ça coûtait 50 000 francs. Si on coupe les pieux, c'est un sinistre de 250 000 francs. Et si la machine tombe, sans l'arrêt du chantier, parce qu'une machine comme ça, vous ne la soulevez pas comme avec les ballons, c'est vraiment avec des gros crues à pneus qu'il faut amener. On estimait à peu près 500 000 francs. Ça, en cours d'un quart d'heure. C'est un petit glissement qui a fait qu'en dessous de la machine, la plateforme a tassé. Et puis, on a continué de bétonner. On a pris tout le risque. On était tout le monde autour de cette machine. On l'a contrôlé pour savoir de quel côté elle pourrait tomber, si elle aurait tombé. Et puis, à la fin du bétonnage, le soir, on avait commencé à midi, le soir à 7 heures, avec les lampes de poche sur la tire, parce que c'était avant Noël. La machine avait avancé de 1,20 m et avait tassé de 50 cm. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis au monde le béton banane? Parce que le béton avait déjà commencé à faire sa prise. Et avec ça, on a poussé avec la poids de la machine, qu'on a reculé pour l'évacuer, on a poussé tous ces terrains et le pieu était banane. On a refait le pieu le lendemain et on s'est partagé avec le maître d'ouvrage, que je remercie encore aujourd'hui. On a partagé les coûts. Vous avez des glissements? La chose la plus importante, en cas de glissement de terrain, interrompre les travaux tout de suite, sécuriser le pied, assurer que tout autour de vous, c'est arrêté, que c'est stoppé. C'est vraiment important. Et puis, on se met à table avec les ingénieurs, les géotechniciens, et on réfléchit qu'est-ce qu'on fait. On se met d'accord sur ça, on dit qu'est-ce que ça va coûter, si ça coûte en plus. Et puis, on met en œuvre, comme on l'a dit, les pentes ou les glissements, c'est des sinistres qui sont très coûteux et c'est des émotions très, très fortes qui se font quand on a ça. Et ça, c'est la chose, il n'y a pas d'assurance pour ça. Et faites, vraiment, il ne faut pas croire qu'il y a une Gebäudeversicherung, n'importe quoi qui c'est. Parce que ce n'est pas des accidents. Oh, pardon. On doit, et ça on a vu avec le sinistre de ce matin, quand vous avez un glissement que c'est, faites des sondages en plus. Regardez pourquoi il y a ça. C'est important, c'est la chose la plus importante. Vous devez connaître votre terrain. Peut-être il y a quelque chose que vous n'avez pas pu voir. C'est pas grave. Mais si vous refaites un truc, vous devez savoir. Travaux spéciaux, il faut arrêter d'improviser. Les conséquences sont malheureusement toujours des solutions très coûteuses et insatisfaisantes. Pardon. Impossible. Les travaux spéciaux avec des machines de cette grandeur-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait parce que ça coûte trop d'argent si ça ne marche pas.
Et la chose la plus importante, et ça vous devez savoir, c'est que quand ça glisse, ça n'a rien, c'est pas pour un maître d'ouvrage qui est stressé ou pressé. Il faut leur dire, tu restes à la maison ou tu viens ici, mais tu ne stresses pas. Il n'y a pas de place pour ça. Merci beaucoup.